Pendant cette intervention, en fait, moi je suis partie. C'était donc ma première, en tout cas consciente et dont je me souviens, ma première expérience de mort imminente. Donc c'était un moment vraiment particulier à vivre, un moment de joie. Et, j'ai encore l'émotion aujourd'hui, mais un moment de joie intense de retrouver ces espaces-là et de quitter ce corps qui était meurtri, qui était endolori, qui fonctionnait plus. Et c'était un vrai moment de joie, de lumière intense, de couleurs qui n'existent même pas sur Terre. Et parfois on pourrait penser que c'est comme des chants angéliques, mais c'est bien plus vaste que les chants angéliques qu'on peut reproduire sur Terre, qui sont déjà juste magnifiques, hein, ou les chants elfiques. C'est vraiment tellement plus intense que ça, et c'est impalpable. Donc ça a été un moment de reconnexion très très fort. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver cette semaine en compagnie d'un duo, un couple de femmes qui œuvrent à deux en connexion alchimique. Ce couple, il s'agit de Sophie et d'Anne-Sophie, alias les Hameçaux. Elles reviennent pour nous en détail sur leur parcours de vie atypique et la particularité, la magie de cette connexion à deux. Je les remercie très sincèrement pour ce partage touchant, très authentique. Merci à vous tous pour votre fidélité et je vous souhaite une très belle écoute. Eh bien, Sophie et Anne-Sophie, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast Entre deux mondes. Je suis vraiment ravi de vous recevoir. Avant qu'on rentre dans le détail un petit peu de ce que vous faites, et j'aimerais bien, et je pense que ça va intéresser aussi les auditeurs, savoir que vous nous parliez un peu de vous et de votre parcours vers ce monde de l'invisible. Déjà, bonjour à toi et merci beaucoup de nous recevoir dans ton podcast. On est super contente d'être là. Donc moi je suis Sophie. Dès le départ, c'était un peu particulier. Donc moi je suis née dans les Alpes. Je suis très proche de la terre, j'ai toujours été très proche de la terre, des montagnes notamment, pendant très longtemps en tout cas. Et dès le départ, ça a été un peu compliqué. Ma naissance a été complexe. Dans la foulée, j'ai fait une pneumonie. Donc voilà, tout de suite, il y a eu des enjeux de l'ordre de la vie, de la mort qui étaient là. En sachant que cette notion de pneumonie et d'atteinte aux poumons, c'est quelque chose que j'ai compris beaucoup plus tard en fait. Tout simplement parce que c'était en lien avec beaucoup de tristesse, hein, puisque l'organe des poumons est en lien avec la tristesse. Et j'apprendrai en fait 17 ans plus tard pourquoi cette grande tristesse. En fait, j'ai appris un peu par hasard, j'étais hospitalisée parce que je faisais des crises de tétanie pour plein de raisons émotionnelles, de l'émotionnel que j'avais du mal à accueillir à l'époque. Et en hospitalisation, en fait, j'ai été accompagnée par une psychologue qui avait accès à mon dossier médical et qui, à un moment, m'a demandé « Mais et comment vous le vivez d'avoir perdu votre jumeau ?» J'avais donc un jumeau qui était décédé au bout de 4 mois de grossesse, mais qui a fait toute la grossesse avec moi. Et en fait, mes parents l'ont découvert uniquement à l'accouchement. Ça s'était pas vu à l'échographie dans les années 80, voilà. Et donc voilà, j'ai compris quelque chose qui se portait là et qu'il y avait déjà un enjeu qui était important avec cette présence qui était à mes côtés, qui pour moi comptait énormément, sans savoir qu'elle était là, et pourtant, voilà. C'était vraiment un tabou dans ma famille et j'ai attendu presque 10 ans pour poser la question. Donc j'avais 26 ans quand j'ai posé la question et on m'a juste répondu, en fait, on attendait un bébé, on a eu un bébé, c'est tout. On en reste là, on n'en parle pas. Voilà, sauf que moi, ça m'a impacté et je pense que ça a impacté aussi ma famille, dans l'énergie en tout cas, même si dans la reconnaissance émotionnelle, c'était pas facile de l'accueillir. En tout cas, c'était bien là. Donc il y avait déjà ce premier chemin là qui s'est posé. Et puis après, tout de suite, dans mon jeune âge, on a déménagé en Allemagne, dans une garnison militaire, puisque mon papa était militaire à l'époque. Et en fait, il se trouve que j'ai aucun souvenir de mon enfance, de mes 0 à mes 8 ans. Aucune trace, rien, si ce n'est les moments où j'ai vécu des expériences un peu où ça se rapprochait de la mort, ou des choses comme ça. C'est-à-dire que, par exemple, à un moment, je me souviens parfaitement, alors je ne me vois pas moi dans mon corps, enfin depuis mon corps,
mais je me vois à côté de mon corps. Donc je vois la scène à côté. Et j'ai failli m'étouffer avec un gâteau à l'époque qui en plus disait oui à la vie, très clairement. Mais voilà, j'ai voulu l'avaler d'un seul coup parce que j'étais pressée d'aller rejoindre mes copains ou d'aller jouer, je ne sais plus. Et en fait, je me suis étouffée, mais j'ai continué de courir. Et grâce à cette course, c'est magnifique, je suis tombée d'un seul coup et en frappant le sol fortement, donc au niveau du sternum, eh bien, tout est ressorti. Et juste la scène où le temps où je m'étouffe, en fait, je la vois, mais depuis à côté. Donc je me vois courir, je me vois... Bon. Et une autre expérience, j'adorais grimper dans les arbres, visiblement. Et j'ai voulu grimper un peu trop haut, sur un arbre un peu trop gros aussi. Je tenais pas bien le tronc. Et en fait, je suis tombée à plat dos, d'une hauteur assez importante. Et donc j'ai étouffé, plus de respiration. Et de la même manière, je me suis vue étouffer, me regarder comme ça, et revenir d'un seul coup. Donc voilà, c'est les seuls moments dont je me rappelle de 0 habitant. Et toutes les nuits, ou en tout cas de très nombreuses nuits, par contre, ça je m'en souviens très très bien et de manière très claire, je me vois dans mon lit et me soulever de mon lit, voler au-dessus de mon lit, traverser les murs, sortir par une sortie, c'était une espèce de petit balcon, mais traverser les portes, les murs, sortir par là, aller dans un espace, donc ça je reconnais, je pense que je reconnaîtrais si j'allais dans ce lieu. Je me vois survoler des arbres, un petit espace arboré, arriver dans une espèce de petit parc et être à ras du sol, et à ce moment-là, une grande lumière arrive et plus rien. Et toutes mes nuits, pour moi, c'était ça. Et du coup, j'ai pu avoir un peu plus de... je pense que j'ai pas encore tout, mais ça fait partie du plan. J'ai au fur et à mesure des explications et un peu plus de repères par rapport à tout ce qui a pu se passer dans ces moments-là. Et à mes 8 ans, la mémoire revient à ce moment-là, au moment où sœur Marie-Madeleine pose sa main sur ma tête et dit « Mais cette petite, elle est comme les autres, on la prend avec nous. » Et moi, j'ai ce souvenir-là, et en même temps, je comprends pas. Pour moi, ma vie commence à ce moment-là, très clairement. Là, en fait, je rentre dans une école de bonnes sœurs, enfin, qui est tenue par des bonnes sœurs. Et donc, c'est à ce moment-là vraiment où je comprends qu'il y a quelque chose de particulier, et surtout, je vois bien que ma vie et ma façon de voir le monde est différente des autres enfants qui sont avec moi. Je comprends pas leur fonctionnement, je comprends pas leurs intérêts, je comprends pas tout cet attrait pour plein de choses particulières quand on est adolescent. Et en fait, je saurai plus tard pourquoi ma vie pour moi commence à ce moment-là. J'avais 37 ans quand j'ai appris pourquoi. Et je reçois cette phrase-là et ma vie commence. Tout simplement parce qu'en fait, mes parents on m'en avait jamais parlé, ça devait être aussi tabou, j'imagine. Mais en fait, il y avait eu un diagnostic d'autisme qui avait été posé un peu avant mes 8 ans. Et la recommandation, c'était de dire que potentiellement, ce serait bien de la placer dans une structure spécialisée. Sauf que mes parents, voilà, on arrive dans une petite ville, et ils se sont dit, non, on va pas, voilà, on va voir avec les bonnes sœurs et ça ira très bien. Et c'est ce qui s'est passé. Je comprendrai aussi plus tard, en faisant des séances d'hypnose et de méditation profonde, que ce qui m'a été expliqué, c'était de l'ordre d'un walk-in à l'âge de 8 ans, mais qui était prévu et qui était avec l'âme qui était mon jumeau, en fait, quand il est parti. Donc c'était un micmac un peu particulier, mais voilà ce qui s'est passé. Ouais. On sent l'empreinte du coup déjà de l'invisible, de la mort, d'un aspect un peu mystique. Il y a beaucoup de choses qui te ramènent déjà dès ton enfance à ce que tu es aujourd'hui finalement. C'est ça, avec du recul, c'est un peu plus clair, mais il m'a fallu du temps. Et je sais que au départ, quand j'ai commencé ma carrière professionnelle avant celle actuelle, dans le paramédical, je sais que rapidement, mes collègues qui étaient vraiment dans le milieu aussi alternatif, qui donnaient des soins de Reiki, qui faisaient de la voyance, enfin, tout autour de moi, tout de suite, il y a eu beaucoup de personnes dans ce milieu-là. Et ça a été, mais quand est-ce que tu vas enfin ouvrir les yeux et aller vers voilà, ce qui est devant toi? Et je répondais toujours quand je serai grande. Donc voilà, j'avais 25 ans, il m'a fallu donc un peu de temps pour grandir et accueillir cette voie-là. Au départ, je me disais que déjà,
accompagner les gens par les appareillages que je pouvais faire, de l'ordre des chaussures orthopédiques ou des attelles, des choses comme ça. Je me disais que déjà c'était grand et c'était beau, sauf qu'à chaque fois il manquait quelque chose. Donc il fallait rajouter des choses à ma carrière, donc j'ai fait encore et encore des diplômes pour comprendre ce qui manquait à ça. Et clairement j'ai fini par comprendre quand en fait, j'avais vraiment un aspect de vie professionnelle qui était complètement séparé de ma vie personnelle, où là, ça fleurissait d'expériences mystiques, médiumniques, de formation, méditation transcendantale, enfin tout ce qui a pu se faire pendant ces 20 ans. Sauf que pour moi, c'était bien séparé. Et donc, il a fallu attendre cette rencontre extraordinaire avec ma compagne, avec Anne-Sophie, pour enfin oser mélanger les deux aspects. Voilà, donc de l'ordre de l'accompagnement et en même temps avec ce qui me portait dans ma vie personnelle et ce qui m'a nourri, ce qui m'a aussi aidé à vivre et parfois à survivre d'ailleurs. Ça a été tous ces accompagnements que j'ai pu recevoir, que j'ai mis en place. Et ça, c'était vraiment quelque chose d'important pour moi. Il y a eu plein de périodes qui étaient complexes, mais il y a eu surtout cette période où voilà, je travaillais tous les jours dans le domaine de l'handicap, avec des personnes porteuses de handicap. Et un jour, eh bien, le handicap, il était sur moi. Et ça, je ne l'avais pas vu venir. J'avais quand même, dans ce domaine professionnel qui me tenait vraiment à cœur, j'avais quand même développé on peut dire un ego, ou alors un syndrome du sauveur qui était quand même bien là. Et cette volonté de sauver le monde par mon métier. Et donc, j'y allais à fond, en m'oubliant, en ne comptant plus les heures, en terminant des fois à 22, 23 heures pour livrer l'appareillage le plus vite possible. Et à un moment, mon corps a dit stop, tout simplement. Je n'ai pas fait un burn-out parce que mon corps a cédé avant. Je pense que sinon c'était la direction, hein, mais mon corps a dit stop avant. Je me suis retrouvée presque du jour au lendemain à apprendre qu'en fait j'avais les jambes, enfin j'étais en train de perdre l'usage de mes jambes. Voilà, j'avais des vertèbres qui s'étaient fracturées et donc ça comprimait la moelle épinière. Et donc du jour au lendemain, j'ai dû arrêter de travailler. Du jour au lendemain, je n'ai plus compris où était ma place et qui j'étais, parce que je mettais tellement d'élan et tellement de force dans cette définition de moi par ma profession, que je ne savais plus qui j'étais, et je ne me reconnaissais plus, parce que j'étais toujours avec beaucoup de force, beaucoup d'entrain, voilà, et là je me retrouvais sans force à pouvoir aider personne. Ouais, sauf que la personne que j'avais oubliée, c'était la personne la plus importante, c'était moi. Et moi, je ne m'étais pas aidée. Je ne m'étais donc pas aidée et donc pas aimée. Hein. Quand on s'aide, on s'aime. Il y avait vraiment ce mécanisme-là, et donc ce coup de stop, ça m'a obligée à regarder moi, ma vie, qui j'étais, ce que je voulais vraiment. Et ça a été vraiment très très dur à accueillir, à surmonter. Donc là aussi, il y a eu beaucoup d'accompagnement. Et puis voilà, ça s'est dégradé en quelques mois. Et donc le choix, ça a été de est-ce que je continue de vivre comme ça, en sachant que potentiellement je pourrais vraiment plus marcher du tout d'ici quelques temps, si ça se dégrade encore, ou est-ce que je tente des opérations risquées, mais qui potentiellement vont m'aider par la suite. Et à un moment, je ne savais plus quoi faire, je me sentais vraiment perdue. Surtout que j'avais cette conscience de ce qui m'arrivait. Hein. Étant du paramédical, j'avais une lecture complète de tout ce qu'il y avait, des radiographies, des scanners, donc je savais parfaitement ce qui se passait. Et à un moment, j'essayais de marcher, je faisais un petit tour autour de chez moi, et je peinais. Et en fait, au moment où j'allais rentrer chez moi, il y avait un de mes chats qui était dehors, et qui allait se faire agresser par un autre chat. Et juste avant, je râlais, je rouspétais en disant « mais j'en ai marre, je veux un signe clair, j'en ai marre de rester comme ça dans le flou, de ne pas savoir, je veux un signe clair pour faire ce choix, pour savoir ce que je dois faire. » Et en fait, quand je suis arrivée, que j'ai vu mon chat qui allait se faire sauter dessus, un chat
juste incroyable, doux, d'une essence bouddhiste exceptionnelle. D'ailleurs, il s'appelait Lhasa, c'est pas pour rien. J'ai voulu courir pour aller l'attraper et lui permettre de pas se faire sauter dessus. Et en fait, sauf que mes pieds ne se sont pas levés. Et j'ai donc trébuché. Je me suis abîmé les pieds, fait une fracture de l'avant-pied. J'avais du sang partout parce que c'était l'été et que voilà, j'étais en short. Donc voilà, il y a du sang partout. Bon, j'ai attrapé mon chat quand même. Je suis rentrée chez moi, j'ai hurlé, je suis allée sous la douche froide, toute habillée, en colère, et je me suis dit, ok, donc il faut faire quelque chose. Le signe, il est clair, on ne peut pas continuer comme ça. J'avais 34 ans à l'époque, voilà, je ne pouvais pas me résoudre à rester comme ça. Donc j'ai appelé le neurochirurgien qui avait accepté de m'opérer, parce que ça aussi c'était toute une épreuve de faire le tour des neurochirurgiens qui refusaient de risquer l'intervention. Donc c'était un peu rude à entendre. Et il y en avait un qui avait dit oui. Et alors, en plus de grand cœur, et on était de la même région des Alpes, donc voilà, on se retrouvait bien par rapport à ça. Et donc il y avait un vrai lien entre nous. Et donc je l'ai contacté et je lui ai dit ça y est, je suis sûre, je veux tenter les opérations. Quoi qu'il arrive, voilà, je préfère au moins savoir. Je marche plus, mais au moins c'est réglé, on le sait. Donc voilà, et donc là, j'ai eu la joie d'accueillir 2 opérations lourdes. Et à la première opération, à l'époque j'étais en couple, et avant de rentrer dans le bloc, au bloc, en fait, ma compagne de l'époque m'a dit, vraiment paniquée, elle m'a tenu la main d'un coup, elle m'a dit, mais oublie pas de revenir, oublie pas de revenir. Et moi, en rigolant, je lui ai dit, bah, j'ai pas le choix, je suis sur un brancard, de toute façon, donc je vais forcément revenir, hein, en roulant, mais je vais revenir. Et en fait, pendant cette première intervention, donc là, c'était l'intervention par le dos à l'arrière. On m'a ouvert le dos sur 20 cm. Bon, voilà, tout. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a eu beaucoup de matériel qui a été placé, une colonne vertébrale, ils n'ont pas réussi à la redresser. Enfin, bon, ça a été un peu pas évident. Pendant cette intervention, en fait, moi, je suis partie. Je suis partie. C'était donc ma première, en tout cas, consciente et dont je me souviens, ma première expérience de mort imminente. Donc c'était un moment vraiment particulier à vivre, un moment de joie. Et j'ai encore l'émotion aujourd'hui, mais un moment de joie intense de retrouver ces espaces-là et de quitter ce corps qui était meurtri, qui était endolori, qui fonctionnait plus. Et c'était un vrai moment de joie, de lumière intense, de couleurs qui n'existent même pas sur Terre. Et parfois on pourrait penser que c'est comme des chants angéliques, mais c'est bien plus vaste que les chants angéliques qu'on peut reproduire sur Terre, qui sont déjà juste magnifiques, hein, ou les chants elfiques. C'est vraiment tellement plus intense que ça, et c'est impalpable, je pense que l'oreille humaine ne peut pas l'entendre. Donc ça a été un moment de reconnexion très très fort. Et c'est vrai que c'était une expérience toute particulière. J'ai pu retrouver des êtres de lumière que je connaissais depuis toujours. Et donc ça m'a permis déjà de faire la paix avec cette notion de jumeau perdu qui est restée encore un peu en moi. Cette non-compréhension de cette présence qui m'accompagnait pour venir sur Terre, et il y avait un rôle à jouer ensuite en échangeant les rôles. Enfin, voilà, tout ça s'est apaisé d'un seul coup. Donc, c'était beaucoup d'amour, et à la fois j'ai l'impression que ça a duré une éternité et qu'il s'est passé plein de choses, et en même temps comme s'il se passait rien parce que tout était dans l'être et dans l'essence. Donc c'est à la fois une fraction de seconde et à la fois tout un moment de recevoir des messages, d'avoir des conseils, de recevoir presque par moments dans l'essence de la vibration, c'était presque des encouragements, quoi. Allez, tu vas y retourner et ça va aller. Respire. Donc c'était presque ça par moment. Voilà, enfin, il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Et quand je suis revenue, ça a été très intense parce que l'empreinte est restée un long moment sur moi, cette empreinte
d'amour inconditionnel. Quand juste on aime. Et ça, c'est juste, c'est tellement merveilleux. C'est quelque chose vers lequel on va dans notre humanité, ce qu'on peut appeler l'éveil. Et cet amour, compassion totale, il était là, il était emprunt en moi, malgré la difficulté, malgré la douleur de ce corps physique, puisque l'opération s'était pas très bien passée, que mes jambes répondaient plus du tout. Il y avait plein de choses qui étaient assez complexes, et moi j'étais dans une béatitude totale. Je pense que beaucoup de personnel hospitalier, on m'a pris un peu pour une folle, je pense. Moi j'étais heureuse. Mon neurochirurgien, quand il est venu me dire, je suis vraiment désolée. Je sais pas, on a tout essayé, je suis vraiment désolée. Et moi j'étais heureuse. C'est merveilleux. Voilà, ouais, c'était un peu. Ouais, effectivement, ça a une petite dissonance. Ouais, une petite dissonance un peu étrange, mais vraiment j'étais très très bien. Et d'ailleurs, à ce moment-là, on s'est séparés avec ma compagne de l'époque parce que elle m'a dit, mais en fait, tu aimes tout le monde, tu aimes tout et tout le monde, comme tu m'aimes moi. Tu aimes tout et tout le monde, tu m'aimes plus spécialement moi. Et je lui dis, oui. Je savais pas quoi répondre d'autre que oui. Et du coup, on s'est séparés à ce moment-là, et j'étais heureuse. C'est ça, c'était vraiment... tout était merveilleux. Tout est source de joie. Ouais, c'est resté un long moment comme ça. Puis est venue la deuxième opération, 2 mois plus tard, donc je suis restée à l'hôpital, sans mes jambes. Il a fallu attendre de reposer une date d'opération pour intervenir d'une autre manière. Et là, encore une fois, je suis partie... expérience de mort imminente à nouveau. Et du coup, là, c'était plus posé pour moi, c'était un peu moins surprenant. Donc là, ça a été plutôt d'aller directement dans des espaces, j'allais dire des salles, mais c'est pas vraiment des salles, c'est dans des espaces pour recevoir des compréhensions, recevoir des connaissances, recevoir... voilà. Donc ça a été beaucoup plus posé, beaucoup plus tranquille comme enseignement. Que tu as ramené, du coup, ici ? Que j'ai ramené, ouais, j'ai ramené avec des espèces de timing d'activation, en sachant que ça s'activait pas tout de suite, qu'il y avait des choses qui allaient s'activer dans le temps, pour pouvoir les accueillir, il y a plein de choses, plein de raisons à tout ça. Et donc après, quand je suis revenue, il me restait encore quelques mois d'hospitalisation, je suis restée encore 7 mois à l'hôpital, j'avais déjà fait 2 mois, je suis restée encore 7 mois à l'hôpital pour réapprendre à marcher, parce que j'ai fini par retrouver mes jambes, et aujourd'hui elles fonctionnent très bien. Et donc après cette expérience-là, j'ai voulu encore, je me suis dit, il faut que j'accompagne d'une manière plus forte encore les personnes que j'accompagnais déjà dans le handicap, dans la maladie, voilà, mais je voulais accompagner d'une manière plus forte encore, et du coup je me suis dit, je vais reprendre mes études, et je vais devenir ergothérapeute, pour vraiment accompagner dans le domaine du handicap. Et en fait, l'école qui m'a reçue, c'était, en tout cas que j'ai choisie, c'était celle de Lyon. À Lyon, voilà comment j'ai débarqué à Lyon. À l'époque, j'étais à Toulouse, j'ai débarqué à Lyon. Et là, j'ai compris, pendant ces 3 années d'études, j'ai compris dès le départ que le temps allait venir quand même d'enfin lier professionnel et personnel, d'enfin lier voilà, toutes ces formations en massage énergétique, en reiki, voilà, tout ce qui m'animait. C'était temps de le lier avec mon métier. Pour moi, mon métier, c'était dans le paramédical. Je n'arrivais pas à bien comprendre que je pouvais passer de l'autre côté. Et du coup, je me suis dit, au moment de la 3e année, je me suis dit que j'allais écrire mon mémoire en liant la sophrologie avec l'ergothérapie. La sophrologie que je ne connaissais pas spécialement, je l'avais pratiquée un petit peu quand j'étais hospitalisée. C'est juste que je me suis dit que c'était bien, la sophrologie, ça se présentait bien à la faculté de médecine. C'était acceptable. Voilà, c'était acceptable. Je me suis dit, c'est pas trop farfelu quand même. Et je me suis dit, sauf que si j'écris un mémoire sur la sophrologie, il faut que je la pratique, il faut que je la sente de l'intérieur, il faut que je comprenne ce que c'est. Et donc j'ai cherché une sophrologue en début d'année. Et voilà comment le 11 septembre, je me suis retrouvée à taper à la porte du cabinet d'Anne-Sophie. Eh bien. Qui aujourd'hui m'accompagne. Quel parcours atypique. Anne-Sophie, je ne sais pas si tu as le même parcours, mais c'est pas facile d'avoir le même parcours.
Non, c'est pas facile. Ce parcours, je le connais par cœur parce que je l'ai entendu et réentendu quand Sophie me l'a expliqué, quand elle m'a partagé tout ça au début de notre rencontre. Je comprenais pas tout d'ailleurs. Je me disais, mais qu'est-ce qu'elle fait exactement? Mais qui est-elle? Je me posais un petit peu cette question-là. Je suis toujours très touchée de l'entendre raconter tout ça parce que c'est un parcours, j'ai envie de dire un sacré parcours, mais un parcours sacré aussi. Et très souvent, quand je l'entends raconter ça, je me dis waouh, mais alors moi, comment ça se fait que j'en suis là aujourd'hui à faire ça à côté d'elle comment ça se fait qu'on fait ça ensemble? Parce que je me dis tout le temps, finalement, j'ai un parcours beaucoup plus apaisé et un peu moins rocambolesque, on va dire, ou un peu moins. Et en même temps, qui est tout aussi riche de plein de choses. C'est juste très différent et c'est ce qui fait aussi un petit peu la force et la complémentarité de notre couple, c'est-à-dire qu'on se rend compte et au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte de ça, on porte chacune, alors j'ai envie de dire une polarité différente, mais surtout il y a vraiment une grande complémentarité. Sophie est née à Barcelonnette, donc vraiment dans le sud, plutôt sud de la France. Moi, je suis née en Picardie, donc je suis vraiment l'enfant du Nord. Euh, voilà, je ne prendrai pas l'accent sur ce podcast. Et, et donc voilà, donc moi je suis arrivée là d'une manière, j'ai envie de dire, plus apaisée, et en même temps avec des épreuves quand même qui ont été très difficiles. J'ai eu une enfance plutôt tranquille, plutôt joyeuse. Moi, on me dit tout le temps, tu es née et tu as déjà fait ta première nuit dès lors que tu es arrivée. C'est-à-dire que je pense que je devais pas trop vouloir ouvrir les yeux sur la terre qui m'accueillait. Je devais être bien là où j'étais. Donc voilà, c'est toujours la petite anecdote de la naissance. Ma maman me dit, toi tu as dormi déjà à les 8 heures, à peine tu étais là, tu n'as pas réclamé à manger, rien du tout. Le rêve de tes parents. Je me dis, ben oui, alors ça a dû durer une nuit. Ouais. Je pense qu'après, une fois que j'ai eu goûté le biberon, j'ai dû poursuivre. Et donc voilà, donc j'ai une vie plutôt paisible finalement jusqu'à mes 6 ans. Parce qu'à 6 ans, même si je comprends pas tout à fait ce qui se passe, je vais comprendre un peu plus tard que mon père est en fait malade, il est atteint d'un cancer du poumon. Donc on retrouve le lien avec les poumons, avec cette grande tristesse que j'ai compris plus tard qu'il devait porter. Et donc moi j'ai 6 ans et je sais juste que parfois le matin j'ai une lettre qui m'attend de mon père qui me dit bah voilà là je pars à l'hôpital, je reviendrai, voilà tout ça. Mais je comprends pas trop, je suis contente d'avoir des lettres, voilà. Et puis sa maladie va durer 2 ans et en fait il va décéder la veille de mes 8 ans. Donc moi je suis née le 23 avril et il est décédé, alors l'avant-veille, le 21 avril. Donc ça marque quelque chose d'important dans la date, en fait, pour moi. Je l'ai compris un peu plus tard aussi. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, c'est le décès de mon père finalement qui m'a permis de garder une connexion médiumnique. C'est-à-dire que quand on parle toujours de l'âge de raison un petit peu, hein, vers 7, 8, 8, 9 ans, parfois un peu plus tard. Et moi, je comprends pas exactement ce qui se passe. Je sais juste qu'à un moment donné, je demande à ma mère et comment est-ce qu'il va, papa? Vraiment de manière très enfantine. Et ma mère me répond à ce moment-là, ben voilà, il y a 2 petits anges qui sont venus le chercher et qui l'ont emmené et il va bien. Et là, je comprends que sur Terre, je le reverrai plus jamais. En tout cas, pas d'une manière physique. Mais il y a déjà cette notion pour moi des anges, en fait, des anges qui sont venus le chercher. Et quand elle me dit ça, ça m'étonne pas du tout. C'est un langage que je connais très bien. Et après, elle me dit, tu as beaucoup pleuré et après, tu n'as plus jamais pleuré. Ce qui est son regard à elle et son point de vue à elle, parce que moi, j'ai un souvenir, au contraire, où j'étais très introvertie du coup et très enfermée à ce moment-là, où j'ai passé beaucoup de temps de moi avec moi, où j'écrivais des grandes lettres, où je parlais beaucoup, et je parlais à l'époque, je parlais à ce qui m'entourait, avec beaucoup d'allégeance. Du coup, je me disais, il faut que je sois très sage pour pouvoir le faire revenir, en fait. Donc j'étais vraiment dans quelque chose comme ça. Et finalement, comme j'en parlais très peu à l'extérieur, je suis restée un petit peu dans cette bulle-là. Et finalement, c'est une espèce je dirais allégeance, mais une espèce
de contrainte finalement dans laquelle je suis restée très longtemps. Il faut être sage, il faut vraiment être tout bien pour pouvoir permettre aux personnes qu'on aime et qui sont parties de revenir. Et c'est quelque chose avec lequel je suis restée et j'ai pas mal évolué avec ça. Donc, il m'a fallu un certain temps pour apprendre à m'en défaire. Mais donc voilà, et après, donc je suis restée, voilà, d'un point de vue extérieur, j'étais une petite fille plutôt qui avait quand même des copines, etc. Mais j'avais un monde intérieur qui était hyper riche. C'est-à-dire que je parlais beaucoup avec, voilà, avec les anges, c'est comme ça que je les appelais, avec mes petites voix, voilà, j'avais un monde très très riche. J'avais mis aucun nom là-dessus à l'époque. Quand on me disait, enfin voilà, on me disait juste ah mais toi t'es un peu bizarre. Et puis voilà, et puis beaucoup l'hypersensibilité aussi, ça m'a été souvent j'ai envie de dire collé comme étiquette, mais aussi reproché, que tout était trop, tout le temps trop. Et donc on comprenait pas pourquoi à la fois j'exprimais pas mes émotions et pourquoi à la fois je regardais quelque chose à l'extérieur et puis je me mettais à pleurer d'un seul coup. C'était un petit peu étrange. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui s'est nourri dès l'âge de 8 ans et puis j'ai grandi vraiment avec ça. À 15 ans, j'ai déménagé de ma Picardie. J'ai dû venir à Lyon. Alors sûrement un choix de mon âme, mais pour l'humaine que j'étais à ce moment-là, en pleine adolescence, c'était pas du tout cool. Voilà, ma mère faisait sa vie à Lyon et donc j'ai suivi. J'ai eu l'impression d'être complètement déracinée à ce moment-là et je me suis enfermée énormément sur moi à ce moment-là. C'est-à-dire que j'étais uniquement dans l'univers de ma chambre et j'étais sans cesse en communication avec, ouais, je les appelais mes anges, avec les guides. Je les appelais pas comme ça du tout à l'époque, mais voilà, j'étais tout le temps dans cette communication. Et je posais des questions et j'avais les réponses et je notais et j'ai beaucoup écrit. Vraiment, ça a été mon refuge pendant très 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 longtemps. Où j'essuyais un petit peu les reproches extérieurs en disant mais enfin... t'es pas bien, tu pourras jamais t'en sortir si tu restes replié sur toi. Alors que moi, avec moi, j'étais très bien parce que j'étais très bien entourée en fait. Et c'est juste que le monde extérieur, je comprenais rien. Je comprenais absolument rien. Sophie expliquait qu'elle comprenait pas quand elle était plus jeune un petit peu les faits, et gestes et actes des humains. Ben moi, c'était un peu ça là. À ce moment-là, je comprenais rien. Et puis j'étais passionnée par la danse, je faisais beaucoup de danse, j'étais passionnée par le corps, par la puissance du corps, et ça m'a beaucoup portée. Donc là, la danse, j'en ai fait énormément. Et puis à un moment donné, j'ai dit à ma mère, voilà, moi je veux être comédienne. En fait, je suis passionnée par ça, par la scène, par le théâtre, par la danse, je veux être comédienne. Et là, on m'a dit, oui, c'est bien, mais il faut faire un vrai métier, et puis il faut faire des vraies études. Et donc j'ai dit, bah ouais, mais non. Donc je me suis un petit peu rebellée. Donc j'ai fait quand même des études en art du spectacle, et études théâtrales et tout. Et je me suis éclatée pendant 4 ans en études universitaires. Je faisais partie d'une compagnie de théâtre, c'était trop chouette. Mais on m'a dit, bah oui, mais il faut quand même gagner ta vie. Alors gagner ta vie, ça c'est un truc aujourd'hui où je me dis, mais arrêtons Quelle avec horreur. ce terme-là. C'est pas possible. Mais c'est des choses comme ça avec lesquelles on a été élevés, avec lesquelles on a été éduqués en fait. Ça fait partie des conditionnements qu'on porte. Et parfois, ils reviennent comme ça et là, on les rattrape en disant non, on ne gagne pas sa vie, elle est là et on l'a. On l'a déjà gagné. On a juste à... Exactement, on l'a déjà gagné, on l'a choisi. Et donc, manquant cruellement de confiance en moi, je me suis dit, bah oui, peut-être que l'entourage a raison. Et c'est comme ça que j'ai terminé mes études en art du spectacle. Je voulais partir à Paris. J'y croyais vraiment. Mais là, je me suis dit, bon, bah, il faut que j'ai un vrai métier. Et donc, je suis rentrée dans une administration française, bien connue, dans laquelle je suis restée 10 années, quand même, derrière mon bureau, à me dire tous les matins, c'est pas possible que je sois là, c'est pas possible. Et j'avais toujours ces connexions, ces discussions. Et en sachant quand même que dans cette administration française, je rajoute parce que c'est quand même, moi je trouve ça assez amusant, sa maman travaillait dans cette administration française, elle y avait rencontré son papa qui travaillait dans cette administration française, et déjà son grand-père
été un des Un bon premiers à schéma travailler dans cette familial. administration. Exactement. Voilà. Un bon schéma transgénérationnel, là, C'est un bon ça. schéma familial. Et à un moment donné, donc moi, c'est pas mon corps, typiquement comme toi, qui a lâché, mais j'ai fait ce qu'on appelle un burn-out. C'est-à-dire que le matin, je me levais, je tombais systématiquement dans les pommes. J'ai été, enfin voilà, je prenais des malaises constamment, de la boule au ventre, enfin voilà. Et donc à un moment donné, j'ai dit stop en fait. J'ai dit ça, je peux plus. Et donc de couper avec ce schéma, j'ai non seulement dit stop à la lignée familiale, mais j'ai dit stop aussi à la sécurité sociale, pour ne pas citer le nom de l'entreprise dans laquelle j'étais. Et donc c'était pas rien parce qu'à un moment donné, je prenais conscience que j'étais en train de m'extraire d'une espèce de grosse boule là, dans laquelle toute la famille était Hmm. imbriquée en fait. Enfin c'était donc ça a été reçu avec beaucoup beaucoup de peur, mais moi je sentais que de toute façon c'était ça. C'était soit j'y restais et de toute façon je mourrais vraiment parce que j'ai eu même des pensées qui m'ont amené à ça. Soit je partais et la mise en danger qu'on me disait à l'extérieur, on me disait mais tu te rends pas compte, tu vas tout quitter Hmm. pour un truc, tu sais même pas où tu vas aller. Et en fait, je lui disais, mais je sais où je vais, en fait. Je vais suivre l'élan de mon cœur. Et là, je vais vivre. C'était un petit peu incompréhensible pour l'entourage. Mais en tout cas, c'est le choix que j'ai fait. Hmm. J'ai quitté un CDI, j'ai quitté mon compagnon avec lequel j'étais depuis 10 ans à l'époque. J'étais propriétaire d'un appartement. Il y avait, enfin voilà, toute une chose installée dans la bienséance de la société, tout bien comme il fallait. Et donc, je me suis complètement extrait de ça. Et là, je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose en lien avec le corps, en lien avec la danse, en lien avec ce qui m'anime à l'intérieur, en lien avec ces connexions, en lien avec tout ça. Moi, enfin, il y avait plein de choses que je connaissais pas. En fait, à l'époque, le Reiki, je connaissais pas. À l'époque, enfin voilà, il y avait plein de choses à l'intérieur de moi, mais je posais aucun nom Hmm. dessus, en fait. Je savais pas du tout. Et donc, je me suis tournée vers la sophrologie. Ça m'a parlé, j'ai trouvé ça très très chouette, ça venait répondre à cette conscience du corps, ça venait répondre aux crises d'angoisse que j'ai fait beaucoup, et donc du coup ça venait aussi m'apaiser. Et je me rendais compte au fur et à mesure qu'il me manquait des dimensions quand même. Il me manquait la dimension du contact, la dimension du toucher. Du coup je suis allée vers une formation de relation d'aide par le toucher, du massage, tout ça. Puis je me disais, mais il manque encore quelque chose, il manque une dimension énergétique, il manque quelque chose de plus spirituel. Je me suis tournée vers le Reiki, et puis en effet, on s'est rencontrés avec Sophie, et c'est là où vraiment il y a quelque chose qui a émergé davantage, où il y a eu les mots posés sur les choses que je ressentais. Hmm. C'est-à-dire que c'est là où on a commencé à se rendre compte à comprendre c'était quoi le channeling, c'était quoi la guidance médiumnique, c'était quoi de ressentir des choses, d'être téléchargé, parce qu'on parle vraiment de ça, de téléchargement. Enfin voilà, il y a plein plein de choses, et c'est depuis qu'on est ensemble qu'il se passe quand même beaucoup Ah, de du choses coup, comme ça. avant d'en arriver là, il y a cette rencontre, du coup. Comment... Alors, on a bien compris que c'est une rencontre d'âme, hein. Ça, je pense que c'est clair pour tout le monde. Mais comment, avec le recul qui est le vôtre, avec tout ce que vous avez, euh, voilà, toutes les thérapies que vous avez pu faire, tout le travail personnel, quel mot vous pouvez mettre, quel concept vous pouvez mettre sur ce qu'est votre rencontre et votre lien d'âme? Alors, nous, on a parlé. Au départ, c'est les personnes extérieures qui nous ont mis une étiquette, en fait. On a toujours du mal à définir ce qu'on vit et ce qu'on est, parce qu'on le porte tellement puissamment à l'intérieur que du coup, c'est toujours difficile pour nous de mettre un peu Des une mots. étiquette sur ça ou des mots sur ça. Aujourd'hui, on se dit couple alchimique. Alors voilà, moi je préfère le couple alchimique. Moi aussi. Parce que on nous a mis l'étiquette flamme jumelle, Âme euh, sœur. et on se disait âme sœur, et c'est tout ça à la fois parce qu'on a eu un parcours quand même qui n'était pas simple, même si merveilleux, même si incroyable. Il a quand même fallu qu'on passe certaines étapes, aussi l'étape de la séparation dont on parle parfois et tout ça. Mais aujourd'hui, c'est pour créer. Voilà, notre mission, c'est vraiment de créer ensemble. C'est vraiment d'accompagner ensemble, de faire grandir ensemble, d'enseigner ensemble. Ouais.
Et on l'a testé l'une et l'autre. Même quand on était en couple, on a testé chacune finalement notre approche, notre activité, notre tout ça, notre accompagnement, mais de manière individuelle. Et ça fonctionne parce qu'on a plein de choses à amener et tout, mais c'est pas pareil. Ça fonctionne pas de la même manière. Et pour nous, c'est nous deux, quoi. Mais pour reparler de ce que je disais juste avant, est-ce que, notamment à travers notre transpersonnel, vous avez pu comprendre peut-être qu'il y a le passif, on va dire, ou ce qui s'était déjà joué dans d'autres incarnations, qui vous amène justement à cette rencontre si forte, et puis à ce côté alchimique, ce côté 1 plus 1 égale 3 presque. Oui, alors on sourit parce que ça nous fait penser à quelque chose qui est en train de se préparer là en ce moment. Ce 1 plus 1 égale 3. Voilà, et avec la notion d'alchimie. En tout cas, oui, on a eu des informations par rapport à tout ça. En effet, on se connaît depuis fort longtemps. Il y a eu pas mal de vies que nous, on a pu aussi recontacter, où pour expérimenter aussi, on a dû se perdre par l'engagement dans la religion, par la mort, voilà, il y a eu plein d'expériences de ce genre-là. Il y a déjà eu des expériences de créer ou de co-créer ensemble. Et aujourd'hui, on a eu vraiment cette indication que la co-création vraiment qui était mise en avant, c'était notamment cette notion d'amour inconditionnel, de compassion, et aussi finalement cette idée d'aller vers le féminin sacré. Tout simplement parce que pour nous, c'est vraiment... Alors c'est marrant parce que, encore une fois, c'est des choses sur lesquelles on a freiné des cas de fer, hein. Clairement, quand il y a eu ce grand engouement pour le féminin sacré, on a freiné des cas de fer. Nous, on se dit, ah mais non, parce qu'il y a quand même plein de mouvements qui tournent un peu vers le féminisme, voilà, et on nous dit, non, c'est pas ça, c'est l'équilibre qu'on cherche, c'est l'équilibre du féminin et du masculin sacré en soi, c'est ça qu'on cherche, et que ça rayonne à l'extérieur, sinon ça n'a pas de sens. Si on donne juste le pouvoir au féminin, non seulement il sera plus sacré, mais déséquilibré, comme le masculin est déséquilibré en ce moment, et il mène le monde, mais en plus, ça n'a pas de sens, c'est pas ce vers quoi on veut aller. Et puis évidemment, on a été poussé lentement et sûrement vers cette notion justement pour amener ce féminin qui est sacré, et qui est pas dans l'absolu, qui n'a pas besoin d'écraser pour ça, parce que c'est vrai qu'on voit là, quand le masculin sacré est là, il y a quelque chose de très équilibré, de très serein, il y a une force tranquille. Quand le féminin sacré est là, voilà, il y a quelque chose qui se crée ensemble, hein. Les deux ensemble peuvent vraiment tout créer, tout faire, tout être. Mais quand le féminin sacré est déséquilibré, là on tombe dans quelque chose de l'ordre de la destruction du monde. Enfin, je pense que par rapport à un masculin déséquilibré, le féminin déséquilibré, c'est bien plus... Voilà. Et donc c'est vraiment cette notion-là d'aller plutôt vers cet équilibre-là. Et l'idée, c'est pas tant toutes les formations ou toutes les approches qu'on a pu tester ou même être initiées l'une et l'autre qui comptent, mais c'est vraiment avec quel espace de soi on l'amène, avec quel espace de soi on le vibre. Finalement, on pourrait jouer, je sais pas, avec des verres, de la musique, de la vibration, ou avec des tambours et tous les bols qu'on a, ça revient au même. C'est juste comment on le fait. C'est ça qui compte véritablement. On pourrait jouer avec des petites cuillères. Ce serait aussi des vibrations tout aussi intéressantes et tout aussi amenant à l'auto-guérison pour les personnes qui sont là. C'est juste le message qu'on envoie dedans. Et pour nous, c'est ça qui est vraiment important. Et ce message, finalement, quand on cherche, mais qui on est, comment on se définit, parce que c'est des choses qu'on nous demande souvent. Et c'est des choses auxquelles on a tellement de mal à répondre depuis 7 ans qu'on œuvre toutes les deux ensemble. À chaque fois, on dit mais qui on est? Parce qu'à chaque fois, c'est pas qu'on change, mais ça évolue en permanence. C'est-à-dire que presque chaque matin, on revient, on arrive, on ouvre les yeux, une nouvelle révélation, une nouvelle compréhension. D'un seul coup, c'est hop, allez trouver un tambour. Il vous appelle, il vous attend. Ah bon? Oui, parfois on a un peu du mal à tout intégrer. Ah oui, ça s'est vraiment passé comme ça. C'est-à-dire que d'un seul coup, c'est il y a un tambour pour vous. Ah bon, un tambour? Mais c'est-à-dire un tambour, c'est quoi? C'est vraiment ça. Et on s'est retrouvés un matin à partir, pour l'anecdote, à partir à pied, parce qu'on nous disait il faut partir à pied.
partez à pied. Partez à pied à Lyon. Mais ça, c'est parce qu'il voulait qu'on fasse du sport. Ah, c'est pour notre bien-être. Et du coup, nous voilà partis à pied, alors que du centre-ville de Lyon, on doit être à 45 minutes à pied. C'est pas très long, mais bon, il faut y aller. On y va, et on sait pas où on va, on connaît pas les boutiques, on n'en sait rien. Et on nous a guidés jusqu'à ce qu'on aille dans la boutique trouver le tambour. Il y avait un tambour en haut d'une étagère poussiéreuse dans cette boutique, qui ne vend pas du tout des instruments. Enfin, c'était le tambour. On a ramené ce tambour, on n'a pas compris. Mais qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Vous allez comprendre. C'est ça, on vous donne les infos au compte-gouttes. Exactement. Et on ne comprenait pas. Et en fait, on a toujours ce truc, on reste toujours, on dit tout le temps, on est surprise de rien, mais on reste émerveillé de tout. C'est-à-dire que il y a plein de choses, quand ça arrive comme ça, on les comprend pas forcément avec notre mental, on les comprend pas avec notre cerveau là humain, mais par contre, il y a un truc d'un seul coup qui s'ouvre. Et là, il y a des nouvelles connexions, et là, d'un seul coup, il y a même des reconnexions. Là, tu parlais des connexions qu'on a eues dans d'anciennes vies, qu'on a pu recontacter, reconnecter. On est remonté assez loin comme ça, parce qu'on est remonté vraiment jusque des sagesses très très anciennes, jusqu'à l'Atlantide, le peuple de Mu. On s'est rendu compte que là, il y avait quelque chose déjà. On est remonté jusque-là, et là, on s'est dit, c'est sûrement la rencontre initiale. Et donc, sûrement qu'on a eu plein d'expériences comme ça, où on a traversé d'autres choses, mais la ligne conductrice, elle est toujours quand même la même à ce qu'on est là aujourd'hui. Comme si, on prépare, on est là pour préparer finalement les énergies du nouveau monde qui arrive. Quelque chose comme ça qui se prépare depuis hyper longtemps. Puis on se connaît dans d'autres plans, d'autres dimensions. On va dire, on parle juste des vies sur Terre, mais finalement, il y a plein d'autres aspects où on se connaît déjà très très bien. Mais en tout cas, voilà, je racontais cette anecdote du tambour, tout ça pour dire qu'en fait, on est guidé et que le plus sage qu'on ait à faire, c'est pour ça qu'on s'appelle Sophie toutes les deux, ça veut dire sagesse en grec. Moi, j'ai un petit côté Anne devant. Oui, mais il y a Anne ça rattrape. Mais en tout cas, c'est vraiment la grande sagesse et le grand apprentissage, c'est quand même... il y a la patience sur Terre, évidemment, je pense que tout le monde le teste largement. C'est le lâcher-prise, mais le lâcher-prise dans le sens du laisser-être, c'est-à-dire faire confiance. Va là, rentre dans cette boutique, prends cet objet, et tu verras, ça servira à quelque chose. Ah bon ? Oui, et confiance. Et alors, on essaie de comprendre, n'essaie pas de comprendre. Ah d'accord, c'est bien, c'est bien. Et donc ce petit objet nous a suivis dans toutes nos pratiques, nos retraites, nos stages, nos séances. Il nous a suivis partout pendant un peu plus d'1 an, sans jamais qu'on ose le frapper. C'est-à-dire qu'on ne savait pas quoi en faire. Mais qu'est-ce qu'on en ferait? Et pendant tout ce temps-là, on essayait c'est comme un porte-bonheur, quoi. Oui, c'est ça. On essayait de trouver comme des formations ou des choses comme ça pour être initié à quelque chose de l'ordre du chamanisme. Et à chaque fois, on n'y avait pas accès. Au dernier moment, ça se faisait pas. Au dernier moment, on devait aller dans la famille. Au dernier moment. Et en fait, on nous disait, n'essaie pas, ne faites pas ça. Ne faites pas des formations, ne vous restreignez pas dans quelque chose comme ça de mental. Ne faites pas ça. Et on n'y a jamais eu accès. Et en fait, c'est venu tout seul. On a été initié au fur et à mesure, téléchargé dans les rythmes, les sonorités, comment on les jouait à deux, les chants qui venaient aussi après avec. Donc tout a été un enseignement. Comment ça se télécharge? Qui télécharge? Est-ce que vous téléchargez toutes les deux? Et télécharger, c'est un mot particulier. Qu'est-ce que vous mettez derrière concrètement? On peut appeler ça aussi de la claircognition. Moi, typiquement, c'est le matin. Généralement, je me réveille très très tôt, vers 5h du matin. Et donc, j'ai tout un laps de temps comme ça. Généralement, j'ai 2 bonnes heures devant moi. Parce que je me réveille très très tard. Et oui, du coup. Enfin, ça va, si tu te réveilles à 7h, c'est encore tôt. Hein. Oui, c'est parce que le réveil est obligé de sonner. Voilà, c'est ça. Mais voilà, en tout cas, j'ai toujours un laps de temps comme ça. Et c'est des moments où je me retrouve plaquée dans le lit et juste, je reçois. Je vois des images, j'entends des choses. Je reçois. Comme un téléchargement. Ça ressemble vraiment à un téléchargement. Moi, je sais que c'est mon moyen. Et Anne-Sophie reçoit aussi. Et moi, je reçois différemment, c'est-à-dire que c'est quand même bien fait. Donc, Sophie lit beaucoup, regarde beaucoup, s'interroge sur plein de choses. Et donc, elle a, c'est vrai, ce laps de temps le matin pour faire ça de manière assez naturelle. Elle adore ça. Et dès que j'ouvre un œil,
Elle me dit: «Oh là là, alors attends, il faut que je te raconte. Là, j'ai entendu ça et tout». Et alors là, moi, je suis incapable de réagir à quoi que ce soit, parce que donc je la laisse me parler. Et c'est comme si ça infusait, en fait. Et une fois que je suis un peu plus réveillée, on va se poser et on va avoir des discussions pendant des heures où je vais tout lui ressortir ce qu'elle m'a dit avec des autres concepts qui sont arrivés. Et du coup, on va pouvoir échanger de cette manière-là. Et c'est des discussions qui peuvent durer mais des heures entières où il se passe plein plein de choses. Donc ça, c'est une manière qu'on a de télécharger, comme on dit, d'intégrer des connaissances. Mais qui vous envoie ça? Très bonne question, en fait. Alors, on s'est dit, ah bah au départ, on était très en lien avec ce concept des guides, en se disant, bah voilà, c'est nos guides qui nous envoient. Et puis, avec l'hypnose transpersonnelle, on est plus venu en lien avec le fait de notre conscience supérieure, ce moi le plus évolué, en fait, qui est là et qui est en lien avec le tout, avec toute la connaissance de l'univers. Et du coup, on se dit, bah c'est cette essence-là, en fait, qui nous envoie. Et après, parfois, moi, j'aime bien m'amuser en me disant, bah voilà, là, je connecte ma conscience supérieure. Puis parfois, bah, j'ai envie que ça soit un guide, alors je vais connecter plus un guide. Voilà, je joue un petit peu avec ça en sachant, selon moi, ce que je ressens, que tous ces espaces-là que je connecte, c'est des espaces de moi, en fait, qui sont reliés à toutes ces connaissances-là. Ou des Donc, espaces de l'univers, mais ça revient au même. oui. À l'intérieur de soi ou l'univers. Et après, Anne-Sophie, elle télécharge aussi beaucoup avec l'eau, en contact avec l'eau. Donc, en gros, c'est... Je mets les pieds dans une bassine et... Non, c'est pas vrai. Ça, c'est dans la belle verre. Non, mais la douche... Ouais, dans l'eau, quand je suis dans un bain, par exemple, je vais beaucoup, beaucoup connecter. Et puis parfois, c'est autrement. C'est-à-dire pour le chamanisme, notamment, pour cette petite anecdote, en fait, il y a un moment donné où, avec Sophie, au début de notre relation, on s'est séparés pendant 6 mois. Alors, séparés physiquement, mais pas du tout dans le couple. On était toujours ensemble. Mais elle est partie vivre 6 mois en Nouvelle-Calédonie. Et moi, je suis restée à Lyon. Donc même si je suis venue lui rendre visite brièvement à un moment donné, il y a eu quand même tout ce temps de séparation. Et on a décidé qu'au moment de se retrouver, on allait se retrouver à mi-chemin. Et on s'est retrouvés en Thaïlande. Et on a passé une semaine en Thaïlande, vraiment à faire du tourisme, à se retrouver, c'était super chouette. Faire du tourisme, on a fait que des temples Oui. et on a reçu des Tourisme, téléchargements. Ouais, version, voilà, c'est ça. Et au moment de repartir, on arrive, moi, la veille au soir, on était au restaurant et d'un seul coup, je lui dis, je sais pas, j'ai une espèce d'intuition, je sais pas, il y a un truc, il faut qu'on rentre, c'est le temps de rentrer en fait, je sais pas ce qui se passe. Et on rentre et là, on apprend que les avions sont cloués au sol, qu'il y a plus de vol, plus de départ de Bangkok, ni rien, parce qu'il y avait à une époque une guerre entre l'Inde et le Pakistan, enfin voilà, ils avaient tiré Un missile des qui est missiles, parti. voilà. Donc finalement, aucun avion ne devait décoller. Et on va quand même à l'aéroport et il y a un avion qui doit décoller, c'est le nôtre. Donc le nôtre est pas du tout... le nôtre peut voler. C'est une compagnie russe. On monte dans l'avion, on s'installe tranquillement et tout ça. Et là, d'un seul coup, sur l'écran face à nous, on se rend compte que l'avion ne fait pas du tout le trajet qu'il devait faire en fait. Et on est prévenu de rien. Et en fait, on voit plutôt l'avion qui monte comme ça en direction de la Chine et directement en direction de la Russie, alors qu'il devait normalement traverser en diagonale pour aller jusqu'à Moscou. Et donc pour éviter toute la zone où il y avait eu des missiles qui volaient, il est parti en angle droit, quoi. Il a voulu faire éviter la zone. Et du coup, tout le temps de vol jusqu'à ce qu'on traverse la frontière russe, on avait les ceintures, pas le droit d'aller aux toilettes ni rien. Parce qu'en fait, ils ne savaient pas trop ce qui allait se passer. Et en fait, même les hôtesses de l'air étaient attachées, enfin c'était... très rassurant. Exactement, c'était pas du tout rassurant, mais personne ne communiquait sur ce qui se passait. Et donc on est resté assises, on parlait, et le seul moment où on a regardé par le hublot, on traversait le désert de Gobi, on était en plein cœur de la Mongolie, et là on a senti d'un seul coup, il y a eu... Moi tu vois, alors voilà, typiquement en ce moment c'est le cas, j'ai une antenne, j'ai les poils qui se dressent en fait, j'ai la chair de poule d'un seul coup qui se met, et là je sais que je suis en train de recevoir quelque chose. C'est un peu mon antenne. Et donc toute cette traversée du désert de Gobi, on avait la truffe collée au hublot et on était, c'était fini, il n'y avait plus de stress, il n'y avait plus, on était juste émerveillés de voir ces terres, tout était complètement dégagé et c'est assez aride, hein, clairement, mais alors on avait une impression de connaître, de reconnaître, d'être bien, d'être au-dessus de chez nous, quoi.
Là, tout de suite, on s'est senti bien. Et c'est une fois en rentrant après que voilà, on est appelé par le tambour, et puis on est appelé par les sons, et puis on est appelé... Et ça se fait de manière naturelle, j'ai envie de dire. Donc c'est, quand on dit téléchargement, on pourrait dire reconnexion. Est-ce que selon votre expérience, du coup, on disait tout à l'heure selon le principe du 1 plus 1 égale 3, quand vous êtes ensemble, est-ce que ça décuple cet état de réception ou est-ce que ça agit de manière subtile différemment de quand vous êtes l'une à côté de l'autre et que chacun peut faire ses soins de son côté ou agir de son côté séparément? Alors quand on est ensemble, il y a quelque chose qui s'active. Il y a des moments où ça se décuple en effet, mais ça se met pas sur les mêmes niveaux. C'est-à-dire que Sophie va télécharger une information, par exemple, moi je vais connecter à autre chose, et quand on va le mettre en commun, ça va faire ça va faire quelque chose de... Ouais, ça va un peu magnifier tout ça. Il y a une notion de polarité dans ce qui se joue. Et en effet, du coup, chaque soin dans les accompagnements qu'on propose, ils vont se jouer de manière différente. C'est-à-dire que selon ce qui est là, on va comprendre, on va entendre de manière naturelle comment ça s'aborde en fait. Et ça peut être Anne-Sophie qui va guider, qui va donc transmettre tout le soin à l'oral, et moi qui vais être vraiment en réception, et que je vais aller... écouter les bols, je vais comprendre quel bol doit sonner à quel moment, quel tambour aussi, quel chant, et d'autres moments, ça va être l'inverse. Et donc, rien n'est écrit. C'est à chaque fois une nouvelle... C'est complètement intuitif, en fait, c'est ça. C'est hyper intuitif, c'est une vraie communication d'âme, en fait. C'est presque nous, notre être humain ici, presque il n'a rien à faire, en fait. Il y a quelque chose qui se fait naturellement d'un point de vue de nos âmes, où elles communiquent complètement entre elles. D'où l'expérimentation de cette notion de lâcher prise, en fait, lâcher prise avec ce qui va venir, en se disant que voilà, il faut simplement être dans l'acceptation de ce qui vient et et vous allez bien voir que ça va être juste, en fait. C'est exactement ça, et on a fait l'expérience de résister à ça, parce que c'est pas hyper évident, quoi. Et c'est vrai que chaque fois qu'on fait l'expérience de résister à ça, mais c'est épuisant, quoi. Bien sûr. Donc de plus en plus, on se dit bon bah ok, on entend ça, allons. Faisons confiance. Ça fait 7 ans qu'on s'est rencontrés, ça fait presque 7 ans que c'est comme ça en fait. Et presque on peut pas aller contre ça finalement. Alors du coup, cet accompagnement que vous proposez, comment concrètement il prend forme, comment il se met en musique? Qu'est-ce que vous proposez? Actuellement, là, on propose principalement de l'accompagnement à distance, notamment sur des soins de libération chamaniques. On les a nommés comme ça. Donc, en fait, on accompagne beaucoup les personnes à se libérer justement des impacts transgénérationnels, des impacts karmiques, des pensées limitantes, de tout ce qui empêche finalement de pouvoir exprimer son authenticité, sa véritable nature. Donc, à chaque fois, on dit on va dépioter un petit peu l'oignon pour pouvoir aller vraiment au cœur de ce qu'est la personne. Donc, on travaille à distance principalement. Et du coup, il y a tout un temps d'une séance. La séance dure environ 90 minutes et c'est un moment où on va échanger. C'est-à-dire qu'il va y avoir un temps d'échange qui va être important parce que ce qu'on aime aussi dans nos séances, c'est transmettre. C'est pas juste faire le soin dans l'énergie, mais c'est vraiment être dans un rapport, un contact de compréhension, d'enseignement, d'élévation mutuelle aussi, parce que finalement, les personnes qui viennent à nous ont toujours quelque chose à nous apporter et inversement. Donc on est vraiment dans cet aspect-là, amené dans un cocon d'amour, parce que c'est ce qui nous parle beaucoup. Et puis en fonction, on est déjà très en lien avec l'énergie de manière très intuitive, donc on va laisser venir un peu plein de choses qui viennent, et puis on va guider la personne dans le soin. On va l'inviter à s'installer confortablement, et on va la guider un petit peu comme dans un temps de méditation, en fait. Et puis on va se laisser complètement porter par ce qui vient. Donc parfois il y a des canalisations médiumniques, il y a des messages vraiment dédiés à la personne, il y a ce que nous on appelle des décrets, c'est-à-dire des phrases qui viennent directement parler à l'âme pour aller défaire des nœuds, des pactes, des choses comme ça. Il y a du chant intuitif qui vient, il y a du langage de lumière, les tambours, les bols, on se laisse vraiment porter par tout ça. Et puis... une fois le soin terminé, on reprend un petit temps avec la personne pour échanger à nouveau sur sa vivance à elle, et puis sur nous, lui partager toutes les guidances qu'on a reçues, tout ce qui est là, tout ce que voilà, et des conseils aussi de fin de séance. Donc ça, c'est un accompagnement qu'on fait avec les personnes, principalement.
Et puis on reçoit aussi en hypnose transpersonnelle aussi, où on fait les séances, Quel beau métier. les séances comme ça, hein, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc ça c'est absolument génial aussi parce qu'on va travailler sur plein de choses. Et puis notre accompagnement, il se fait aussi en présentiel, notamment avec des stages et des retraites. Donc ça, c'est important pour nous de garder vraiment du contact avec les personnes. Et puis on adore les retraites parce qu'on est aussi dans un espace d'enseignement. Alors plus que de l'enseignement, d'ailleurs, c'est de la transmission. C'est-à-dire que nous, ce qu'on aime, c'est pouvoir parler, pouvoir transmettre, qu'il y ait des échanges, qu'il y ait tout ça. Parce que, ouais, pour nous, on trouve que c'est hyper riche et c'est ce qu'on aime vraiment, vraiment faire. Et toujours, il y a toujours les bols, il y a toujours les tambours, il y a toujours le chant, il y a toujours... On se laisse complètement porter, en fait. Ok, je vais vous remercier vraiment très sincèrement pour ce temps de partage qui était vraiment passionnant. Je vais terminer cet épisode comme j'ai l'habitude de le faire, c'est-à-dire en vous posant 2 questions. La première, qui est finalement vos influences, ou en tout cas vos inspirations sur ce chemin, si vous en avez à nous partager. Le tout premier livre que j'ai lu et qui m'a conduit, moi, vers cette voie-là, c'est Le courage d'être soi de Jacques Salomé. Je parle toujours de ce livre parce que c'est celui qui m'a ouvert les portes à des compréhensions et qui m'a permis d'oser être moi de plus en plus. Il y a encore du travail, il y a encore du chemin, mais voilà, ça a été vraiment une référence pour moi, ce livre-là. Et moi, je sais que une des premières sorties que j'ai pu faire après l'hospitalisation, ça a été un grand bonheur de rencontrer et de suivre une conférence de Lilou Massé. Et à l'époque, donc c'était en 2015, et donc pour moi c'était une vraie révélation d'entendre aussi son parcours, et voilà, parce qu'elle est pleine de vie, pleine de joie, et pleine d'espoir aussi. Et ça m'a fait du bien, ça m'a fait beaucoup de bien. Eh bien, super. Alors, je terminerai du coup cet épisode en vous posant la dernière question qui est, pour les personnes qui s'éveillent tout juste, et peut-être qui nous écoutent en ce moment, qui s'éveillent tout juste à cette réalité invisible, à cette potentialité, avant d'en arriver au burn-out ou à avoir des problèmes physiques, comme ça a été votre cas, comment vous pourriez leur conseiller d'aborder ce chemin? La première chose qui me vient comme ça, c'est de jamais oublier de respirer. Ça paraît un petit peu basique de dire ça, mais c'est vraiment la base de prendre du temps pour s'offrir des respirations et s'offrir peut-être juste 1 minute ou même 30 secondes de respiration consciente par jour. Ça peut paraître un peu anodin, mais finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes et quand on est dans un tourbillon comme ça, on oublie de respirer en fait et on oublie qu'on a cet outil à disposition et qui est un outil hyper précieux parce que, évidemment, la respiration, c'est la vie. C'est ce qui fait qu'on est ici, sur Terre, et qu'on peut vivre cette expérience de l'incarnation, cette magnifique expérience. Mais c'est aussi physiquement ce qui va permettre de déverrouiller la zone du plexus, qui est souvent une zone hyper tendue. Si on déverrouille la zone du plexus, ça va permettre au cœur de s'ouvrir davantage, parce que ça sera beaucoup moins verrouillé au niveau de cette zone-là. Ça va permettre de masser les organes, donc il y aura moins de soucis aussi d'un point de vue des intestins, de la digestion. Ça va permettre de faire recirculer, de remettre une circulation en fait dans le corps. Donc ça, c'est vraiment le conseil de base, mais de vraiment prendre du temps pour respirer. C'est souvent un des conseils qu'on amène, tout simplement parce que dans cette notion d'éveil, on a tendance à tout de suite regarder très haut et à vouloir un peu s'envoler. Et même quand on a touché un petit peu des expériences comme ça d'éveil, on se dit c'est tellement bien dans ces états-là qu'en fait, moi, je veux pas revenir, je veux rester là-haut. Sauf que si on est venu sur Terre, c'est pour avoir les pieds bien sur Terre et être ancré, parce que sinon on ne peut pas réaliser sa mission d'être humain, c'est aussi simple que ça. Et cette notion de respiration, elle est essentielle parce que la spiritualité, spirit, ça vient du souffle. Quand on cherche l'étymologie, c'est le souffle. Donc on comprend bien que finalement cette spiritualité, elle démarre avec le souffle. Elle est le souffle. Donc dans le souffle, on peut tout trouver. Et si on regarde bien dans toutes les pratiques ancestrales, le travail de la respiration, il est primordial. Sans cet aspect-là, sans cette compréhension-là, on n'avance pas plus loin. Et souvent on l'oublie, en tout cas en Occident, dans nos pays occidentaux,
On oublie souvent cette notion-là, on veut aller tout de suite dans la pratique, on veut être chaman, on veut taper le tambour, on veut... Sauf que, déjà, on ne sait pas respirer. Et ça, c'est quand même dommage, je trouve. C'est vrai, et merci parce que c'est très pertinent, c'est vrai qu'on n'en parle jamais. Donc c'est très bien de pouvoir en parler. Encore un grand merci à vous deux. Évidemment, je mettrai vos liens, les liens que vous voudrez bien me partager dans le détail de l'épisode. Et voilà, merci encore pour ce partage. Évidemment, merci à tous les auditeurs pour votre écoute fidèle. Merci beaucoup. Merci à à toi. toi. À bientôt.